Yann Piat, qu'on appelait aussi Yann d'Arc. Elle avait 44 ans, 2 enfants, elle était députée UDF du Var après être passée par le Front National et elle a été assassinée le 25 février 1994 à Hyères. Elle est tombée dans un guet-apens à quelques pas de sa maison sur la route du Mont des Oiseaux. Ces assassins ne lui ont laissé aucune chance. Et tout de suite, évidemment, l'affaire a pris une ampleur nationale. Une députée assassinée, c'est forcément une affaire politique. Un meurtre forcément commandité par des concurrents dans ce département où politique et mafia ont longtemps fait bon ménage. On ira même jusqu'à impliquer 2 anciens ministres, des ministres. Il faut au moins ça pour ordonner le meurtre d'un député. La vérité ne sera pas celle que tout le monde attendait et que certains espéraient. Le soir, aux alentours de 19h, là, je me suis présenté au standard parce que, tout simplement, il allait pleuvoir. Et donc, j'ai dit à mon collègue qui était en faction au standard que j'allais aller fermer les vitres de ma voiture. Et peut-être 30 secondes après, est arrivée une voiture face à moi, en zigzagant et en klaxonnant à tue-tête. Je suis arrivé en trombe. En trombe, oui. Et j'ai klaxonné tant que j'ai pu. Sur le moment, en une fraction de seconde, je me dis, ben, tiens, il a dû y avoir un accident, là, il y a quelqu'un qui arrive. Plus la voiture se rapprochait, et plus j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Puisqu'à un moment donné, j'ai entendu le conducteur dire, on nous a tiré dessus, on nous a tiré dessus. Le major Frolliot reconnaît tout de suite les passagers. Yann Piat, député du Var, et son chauffeur, Georges Arnaud. Ils ont été victimes d'un guet-apens. Yann Piat est inerte, du sang coule de sa poitrine. On sort Madame Piat de suite du véhicule et on pratique un massage cardiaque externe sur elle pour essayer de la faire repartir, quoi. Le SMUR arrive pratiquement simultanément quelques minutes après. Donc, de là, le médecin du SMUR commence à prodiguer les soins sur Madame Piat. Puis à un moment donné, le médecin du SMUR déclare que Madame Piat est décédée. Et il me regarde et il me dit c'est fini. À 20h10, Yann Piat, 44 ans, député UDF de la 3e circonscription du Var, est déclaré décédé, moins de 20 minutes après avoir été touché par les 2 tueurs à moto. Yann Piat est la première femme députée assassinée en France. Georges Arnaud, vous étiez le chauffeur de Yann Piat, et donc ce jour de février 1994, vous la ramenez chez elle, c'est ça? Oui, comme tous les soirs. Vous partez de la permanence? On part de la permanence, il est 19h45, et on suit le trajet habituel comme on le suivait tous les soirs. À aucun moment, vous ne remarquez quelque chose de particulier? Jamais. Jamais. C'est un vendredi soir, il y a de la circulation quand même en ville, on traverse la ville de Hyères. Il n'y avait rien qui justifiait de pouvoir penser qu'on était éventuellement suivi. Rien. La moto qui est derrière vous, vous ne la voyez pas? Jamais. Je la vois au moment où on nous tire dessus. Comment ça se passe le moment où on vous tire dessus? Elle a vu la moto arriver. Et elle me dit, qu'est-ce que c'est cette moto? Je dis, quelle moto? Et à ce moment-là, je vois les phares de la moto s'allumer. Le tir commence. Et ça va très vite. Ça a duré, je sais pas, 2 secondes, on ne sait pas. Ça va très vite. Et alors les tirs, vous êtes touché tout de suite, enfin? Si vous voulez, il y a une cadence de tir, je crois qu'il y a 2 balles qui rentrent par l'arrière, ou 3. Moi, il y en a une qui me prend. Elle vous touche où, vous? Moi, elle me touche à la jambe, à travers la portière. Elle est touchée, elle reçoit une balle sur le cœur, et une balle dans l'omoplate, derrière. Donc elle est touchée 2 fois. Et vous voyez les tireurs? Je vois un gars qui arrive vers moi. Pourquoi faire? C'était pour me finir. Voilà, bon, il y a eu un moment un peu de panique.
passagère. Puis moi, après, je suis parti, j'ai repris un coup de première, je suis reparti, je suis descendu jusqu'au pompier. Bonsoir, l'assassinat d'une femme parlementaire en France. Yann Piat, député UDF-PR du Var, a été tué hier soir à Hyères par 2 hommes à moto. Émotion, consternation, indignation. Le député UPF a été abattu, exécuté par 2 tueurs à moto. Yann Piat avait découvert la politique dans le sillage de Jean-Marie Le Pen, un des amis de sa mère qu'elle considérait comme son parrain. Élu en 86 dans le Var sur les listes du Front National, réélu en 88, Yann Piat avait pris beaucoup de distance avec Jean-Marie Le Pen jusqu'à démissionner du Front National pour rejoindre les non-inscrits puis l'UDF sur les bancs de l'Assemblée. C'est un séisme parce qu'une députée femme assassinée dans le sud de la France, dans le Var, un département qui est sujet à tous les fantasmes, mais aussi à des réalités politico-affairistes, c'est un tremblement de terre. On est un peu égaré par le caractère inattendu de cet événement, par sa brutalité, par sa sauvagerie. On ne voit pas d'où le coup peut venir. C'est à Hyères que Yann Piat a été assassiné. Hyères-les-Palmiers, la bien nommée, l'une des plus belles villes de la côte varoise, qui s'étend de la presqu'île de Gien aux îles du Levant. Des eaux turquoises très convoitées par les touristes et les promoteurs immobiliers. Hyères est une ville qui sent aussi le soufre. Depuis plusieurs années, les règlements de compte, les attentats se sont multipliés sur le port. Hyères-les-Palmiers s'est transformé en Hyères-les-Bombes. Yann Piat est la 2e élue abattue en 12 ans dans le Var. Le ministre de l'Intérieur en personne, Charles Pasqua, fait le déplacement à Hyères. Il assure qu'il n'y aura aucune impunité. On l'a dit depuis le début, nous rechercherons les assassins, nous les traquerons, quels que soient d'abord ceux qui ont commis le crime naturellement et ceux qui l'ont commandé. Quel que soit le niveau où ils se trouvent, personne ne doit être à l'abri. Le lendemain du meurtre, sur la petite route du Mont des Oiseaux. C'est ici que Yann Piat et Georges Arnaud ont été pris pour cible par les 2 tueurs à moto. Les tueurs ont ouvert le feu dans le dernier virage. 6 balles de calibre 38 qui n'ont laissé aucune chance à la députée du Var. Le commissaire Christian Sainte et l'inspecteur Jean-Pierre Paravisini sont chargés de l'enquête. Ils viennent de la police judiciaire de Marseille. La méthode est une méthode de voyous, 2 motards qui tirent sur un véhicule pour tuer l'occupant. Ça fait forcément penser à du banditisme. C'est un mode opératoire qu'on connaît sur Marseille, qu'on connaît également dans le Var, qu'on connaît aussi dans les Alpes-Maritimes. C'est classique, hein, ça se pratique aussi ailleurs. Donc pour nous, c'est une orientation de banditisme par la façon de procéder. Sur les lieux du crime, il faut retrouver des indices et des témoignages. Tous les voisins sont interrogés. Chaque mètre carré est fouillé. Sur la route, des traces indiquent que la moto est tombée peu après le meurtre. On retrouve surtout des traces de chute de cette moto, un morceau de bouchon de radiateur. Donc on comprend bien que cette motocyclette a été endommagée suffisamment pour interdire en tout cas aux auteurs d'aller très très loin avec ce véhicule. La moto en effet n'est pas allée très loin. On l'a retrouvée quelques heures plus tard, incendiée et abandonnée à quelques kilomètres des lieux du crime. C'est une Yamaha rouge, une moto volée à Hyères dans la cité La Blocarde. Les tueurs ont pris toutes leurs précautions, la moto ne porte aucune empreinte. Mais les policiers ont un témoin, un jeune homme qui affirme avoir vu le visage des tueurs. Il s'appelle Cédric Philippi et il affirme avoir croisé la moto en bas du Mont des Oiseaux quelques minutes après le drame. Il croise un peu plus bas donc cette moto qui redescend tout feu éteint avec 2 individus, 2 pilotes, enfin un pilote et un passager à bord qui n'ont d'ailleurs pas de casque. Et bon, évidemment, c'est intéressant parce qu'une moto qui redescend dans ces conditions-là par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que nous on sait, est pour nous un témoin de première importance, surtout qu'on n'a pas eu d'autres témoignages qui allaient dans le même sens. Cédric Philippi donne un signalement des 2 hommes qu'il a vus sur la moto. Type européen,
brun, jeune. Un portrait robot du passager, le tireur présumé, est aussitôt réalisé et diffusé dans la presse. Pour l'instant, c'est la seule piste. Aux obsèques de Yann Piat, derrière son cercueil, ses deux filles, Laetitia et Angélique. Leur mère n'avait que 44 ans. Yann Piat est né à Saïgon, en Indochine. Père inconnu, mère militaire. Elle a été en partie élevée par une famille d'accueil. Quand elle a 5 ans, sa mère la présente à l'un de ses amis, Jean-Marie Le Pen. Cette même mère qui, au fil des années, finit par ne plus lui rendre visite et qui finalement l'abandonne. Elle grandit dans le Var et après des études, 2 mariages et un passage dans les Landes, elle s'installe à Hyères avec ses 2 filles. Elle se lance dans la politique et choisit le Front National, le parti de celui qu'elle appelle son parrain. Au début en tout cas, Yann Piat adopte à 100% les idées du Front National. Elle fait campagne sur le rejet de l'immigration. Passée plus tard à l'UDF, elle gagne le surnom de Jeanne d'Arc, en hommage à sa croisade contre les relations douteuses de certains politiques avec le milieu varois. À ses obsèques, c'est son ami François Léotard, le maire de Fréjus et à l'époque ministre de la Défense, qui se fait le porte-parole d'une classe politique ébranlée par son assassinat. Dans la nuit, sur cette petite route du Mont des Oiseaux, nous avons tous été visés. Les citoyens, les élus, les policiers, la justice, une certaine idée que nous avons de la démocratie, du droit, de la liberté. Georges Arnaud, en tant que chauffeur, mais peut-être un peu plus que chauffeur, j'aimerais que vous me parliez de Yann Piat. Vous la tutoyez, ce qui n'est pas courant entre un chauffeur et sa patronne. On se connaissait depuis longtemps, je veux dire. On s'est connus quand moi j'avais une brasserie. Et quand elle a fait sa campagne en tant que Front National, elle avait loué un local qui était à côté du bar que j'avais. Et le courant est passé de suite. Mais bon, de temps en temps, on se prenait de bec tous les deux. Mais c'était gentil. Alors le soir, elle me disait, j'ai pas été trop dehors cet après-midi ou ce matin. Non, bon, puis ça terminait, c'est comme ça. Comment vivait-elle sur le plan personnel? Elle avait donc 2 filles. Oui. Il y avait un homme dans la vie de Yann Piat? Non. J'en ai eu. Honnêtement, je ne les ai jamais vus. Il y avait peut-être des courtisans, ça peut-être. Parce que même des fois, elle me dit, celui-là il m'énerve, il n'arrête pas de m'envoyer des fleurs. Je lui dis, écoute, tu veux que j'aille lui dire un mot qui t'envoie plus de fleurs. Mais bon, ça c'est normal, je veux dire. Mais je ne l'ai jamais vu avec un homme. Elle se consacrait donc à 100% à son travail. À son travail. Oui, c'était une belle de travail, avec beaucoup de charisme, bon, toujours à l'écoute des gens. Elle aimait le contact humain. Mais le fait qu'elle ait été députée Front National ne gênait pas ces relations-là? Non, parce qu'en fin de compte, elle était pas tellement Front National. Dans son fond intérieur, elle était à 1 millier de kilomètres du Front National. Dans le fond. Après, on a le droit de défendre son pays avec des idées, mais elle est... C'était pas une facho, quoi, c'est ça que vous êtes en train de dire? Pas du tout. Non. Elle se sentait menacée, Yann Piat, depuis quelque temps ou pas? Bon, elle était anxieuse. Et je trouve qu'elle avait changé. Elle avait un visage beaucoup plus cireux, jaune, qui n'était pas elle, si vous voulez. Nous, ce qu'on craignait, c'est comme on devait avoir les municipales dans 1 an, tout ce qu'on craignait, c'est peut-être de prendre une dérouillée en arrivant le soir à la porte, avec 2 ou 3 gros bras qui seraient venus la calmer ou lui dire « te présente pas » ou « fais attention » ou quelque chose comme ça. Ça, on pouvait le craindre. Dans cette perspective, est-ce que vous étiez armé? Non. J'ai su qu'après, elle avait un pistolet dans son sac ce soir-là. Mais ça, c'est qu'après. Je veux dire, je ne savais même pas moi qu'elle en avait un. Donc elle avait vraiment envisagé, quoi, l'idée qu'on puisse la tuer? Peut-être, mais honnêtement, on n'en a pas parlé. Pourquoi et par qui Yann Piat a-t-elle été assassinée? Chacun, évidemment, pense à un meurtre politique.
Tous y pensent au moment où le cercueil de la députée est inhumé. Jean-Pierre Monicaud, vous avez exercé en tant que journaliste dans le Var pendant toute cette période. Là, je voudrais que vous nous fassiez un peu une présentation, un portrait de la classe politique dans le département du Var dans ces années-là. On commence forcément par Maurice Arex. Maurice Arex est maire de Toulon depuis 1959. Oula. Il est président du Conseil général depuis 1985. C'est un homme qui a plusieurs facettes. Il est excessivement généreux. Il a adopté 5 enfants, mais en même temps, il aime bien s'encanailler. Il a des fréquentations peut-être un peu imprudentes. On le voit souvent en compagnie d'un homme qui est fiché au grand banditisme. Qui s'appelle ? Qui s'appelle Jean-Louis Fargette, dit le Grand. Et politiquement, il est le parrain politique du Var. C'est lui qui arbitre, c'est lui qui fait et qui défait les élections. Lui, là. Joseph Cercia, c'est un Hiérois, vice-président du Conseil général. Il a été le rival politique de Yann Piat, puisqu'il s'est présenté lui aussi aux législatives de 1993, que Yann Piat a fini par remporter de haute lutte. Donc il n'est pas content de l'avoir débarqué avec l'étiquette UDF dans son périmètre. Jo Cercia avait l'envergure pour être député, et il est évident que... Elle lui barre la route. Ben oui, ils se barrent la route mutuellement. Enfin, elle était le vilain petit canard, la gêneuse, celle qu'il fallait tuer politiquement. Sur les traces d'un crime politique, les enquêteurs cherchent à faire la liste des ennemis politiques de Yann Piat. Et ils découvrent que l'année précédant son assassinat a été le théâtre d'un combat fratricide avec Joseph Cercia. Qu'est-ce qui émergeait de plus significatif? Eh bien, c'était de mémoire fraîche les événements de l'année précédente, en 1993, une campagne électorale pour les élections législatives. Madame Piat se présentait et elle avait comme rival, comme concurrent direct, Joseph Cercia. Et cette campagne, à dire de tous ceux qui l'avaient vécue ou qui en avaient été les témoins, était une campagne extrêmement heurtée, avec notamment des événements, des meetings qui ont été chahutés, des menaces à l'égard de Yann Piat, des menaces de mort. C'est important, lorsque quelqu'un est ensuite assassiné, d'essayer de comprendre si, par hasard, il n'y avait pas eu des préliminaires, des indices annonciateurs de ce qui allait effectivement se passer. Très vite, Joseph Cercia est dans le collimateur des policiers. Logique, on le dit proche de truands, et elle s'affichait en Madame Propre du Var. Pendant toute la campagne de 93, ils ont réglé leur compte. Madame Piat a été élue à 2 reprises, en 86 et en 88, sur l'étiquette du Front National. Donc elle n'est pas légitimée sur le terrain. Cette élection est une élection nationale pour choisir des parlementaires et non pas faire de la figuration ou du clientélisme sur le terrain. En parlant de clientélisme, c'est clairement Joseph Cercia que Yann Piat désigne. C'est d'ailleurs son thème de campagne. Dans ses discours, Yann Piat ne cesse de dénoncer le clientélisme et les collusions entre voyous et politiques qui gangrènent le Var. Elle s'opposait à un Joseph Cercia, à une méthode d'un Joseph Cercia, à une attitude d'un Joseph Cercia. Elle voulait être complètement l'opposé. De toute façon, elle n'avait pas beaucoup de difficultés, elle était complètement à l'opposé. Donc elle avait une manière d'aborder, une manière de défendre ses idées qui était complètement différente. Et ça, elle voulait le faire passer. Je ne suis pas Joseph Cercia, je ne suis pas Monsieur Ritondal. Je m'appelle Yann Piat, j'ai mes idées qui me sont propres, j'ai ma façon d'être, j'ai ma droiture, je suis différente. Et si vous voulez un hier propre, un hier resplendissant, mais il faudra une femme comme moi. Voilà. Le climat de la campagne électorale de 93 était extrêmement tendu. Et d'ailleurs, la permanence de Yann Piat était devenue une cible. On avait l'impression de vivre dans un camp retranché en ce qui concerne son bureau de campagne.
Et particulièrement à un moment aussi où nous avons vécu la période de cette grenade qui a été lancée, où commençait tout le monde un peu à s'inquiéter. Elle demandait des renforts de police municipale, elle précisait effectivement les menaces qui semblaient quand même plus ou moins lui venir par téléphone, par écrit, y compris des cercueils envoyés au nom de ses filles. Et la tension était montée d'un cran jusqu'au dernier meeting du 16 mars 93 à l'espace 3000 de Hyères. Tout avait bien commencé. Yann Piat est acclamé par ses supporters. Mais très vite, le meeting dégénère. Yann Piat, après avoir entonné la Marseillaise, descend de l'estrade et elle est encerclée par des gens qui sont manifestement là sur ordre pour lui faire peur et pour l'intimider. Est arrivée toute une bande de voyous qui se sont pris à Yann, l'insultant. C'était même très fort et très chaud, nous dirons. On nous balance des fumigènes avec des boules puantes. Bon, on essaie de casser l'ambiance du meeting, ce qui est réussi partiellement, puisqu'il y a des gens qui, voyant la manière dont ça se passe, s'en vont plutôt que prévu, si vous voulez. Et le soir des élections, du deuxième tour où elle est élue, elle me dira hors micro, j'en peux plus, quoi. Cette campagne a été abominable, je suis fatigué, je sais pas, c'est inadmissible ce qui s'est passé, quoi. Elle est remontée, et elle est à bout de nerfs. Le 28 mars 93, Yann Piat est réélu député UDF de la 3e circonscription du Var. Mais le climat de cette campagne a pesé. Malgré sa victoire, la députée est toujours de trop sur l'échiquier politique local. Yann Piat gêne politiquement, elle le gêne. Elle le gêne parce qu'elle est nouvelle dans ce département, elle est nouvelle dans ce milieu-là, et elle gêne les gens qui sont en place, quoi. Que ce soit à Cercia, que ce soit à Rex, quoi, je veux dire. Dominique, vous avez en main une lettre écrite par Yann Piat, une lettre qu'elle avait laissée au cas où il lui arriverait quelque chose. Que dit cette lettre? Cette lettre, elle est écrite sur un papier en tête de l'Assemblée nationale. Le 22 janvier 1992, c'est-à-dire 2 ans avant l'assassinat d'Yann Piat. Le contexte. On est au moment de la préparation des listes pour les élections régionales de mars 92. Et ce qui va se passer, c'est que Yann Piat, elle ne figure pas sur la liste de l'UDF. Pourquoi? Parce que c'est une femme, elle est isolée, elle vient du FN, et on ne veut pas d'elle. On ne veut pas d'elle, alors voilà ce qu'elle va écrire, parce qu'elle sait que ceux qui veulent l'écarter du paysage politique sont des gens qui sont dangereux pour elle. Elle écrit « Je sous-signais Yann Piat, scène de corps et d'esprit, accuse en cas d'accident mortel sur ma personne ou autre suicide, messieurs Arex, Fargette, Barrault, Tapie, Savastano », et elle va remettre une copie de cette lettre à un notaire et à une amie. Qui sont ces personnes? Maurice Arex, c'est le président du Conseil général du Var. Jean-Louis Fargette, c'est le parrain du Var. C'est l'homme de la nuit, il a des discothèques, des boîtes de nuit, c'est un ami de Maurice Arex. Jean-François Barrault, il est vice-président de la Chambre d'industrie et de commerce du Var, c'est un ancien conseiller général socialiste, c'est un ami de Fargette. Bernard Tapie, on le connaît, à l'époque, il est tête de liste sur une liste PRG des radicaux de gauche qui s'appelle Énergie Sud. Le dernier, c'est un inconnu, c'est un petit truand marseillais, Daniel Savastano, proche de Fargette. Alors évidemment, la police, elle va logiquement s'intéresser à ces 5 personnes-là. Coup de filet dans les milieux politiques et dans le milieu tout court ce matin dans le Var. Mars 94. Quelques jours après le meurtre de Yann Piat, les policiers frappent fort. Plus que jamais sur une piste politique, ils débarquent chez Maurice Arex, celui que Yann Piat désignait dans sa lettre. Le puissant patron du Conseil général du Var, ancien maire de Toulon.
en clair, l'homme politique numéro 1 du département. Il est interpellé à son domicile à 6 h du matin. On a pris le café et je suis enchanté d'être avec des collègues marseillais. Et sur quoi veut-on vous poser des questions alors? Ah ben demandez-leur à eux. C'est pas moi qui pose des questions, c'est eux. À Aix, c'est très simple, on l'a su la veille, à 6 h du matin, nous étions tous à l'arrêt de bus, assis en randonnion avec les caméras tout autour, à attendre les policiers qui allaient venir chercher Monsieur Arex, qui est quand même, à l'époque, pas n'importe qui. Hein. Vous avez été surpris, Monsieur Arex? Non, toutes les télévisions en parlent. Et je suis très heureux d'être entendu. Si je peux aider la justice, tant mieux. Les policiers ne s'arrêtent pas là. Ils interpellent près d'une trentaine de personnes, des hommes politiques et des membres du milieu local. L'objectif des policiers dans un premier temps, c'est surtout de très vite avoir des suspects. Hein, parce que, bon, c'est la pression du moment, c'est les déclarations de Charles Pasqua, c'est les déclarations des hommes politiques disant à travers elles, c'est toute la classe politique qui est visée. Donc il faut aller vite et il faut très vite trouver des suspects. Moi, je dis que la piste politique tournera en eau de boudin. On se dispute dans ce département et dans le Midi, on ne se tue pas. L'interrogatoire du patron du département ne dure que quelques heures, mais ce qu'on appelle le système Arex est dans la ligne de mire des policiers. À commencer par son bras droit, Joseph Cercia, l'ancien adversaire de Yann Pia. Placé en garde à vue, Cercia est clairement soupçonné d'être le commanditaire de l'assassinat de la députée. Son intérêt commanditaire, c'est que Yann Pia était son adversaire. Et on glisse dans le raisonnement insensiblement d'adversaire à ennemi et puis d'ennemi à celui qui veut finalement attenter à ses jours. Parmi la foule de suspects arrêtés le même jour que Cercia, deux hommes qui font partie de ses colleurs d'affiches. Epifanio Pericolo et Denis Labadie. Pericolo et Labadie que l'on retrouve dans les perturbateurs du meeting de Yann Pia à l'espace 3000. On retrouve évidemment Pericolo et Labadie sur des photos prises à l'occasion des meetings des législatives de 93, le meeting de Yann Pia qui s'était mal passé donc à l'espace 3000. Et le lendemain, le meeting de Jo Cercia, où on retrouve donc les sympathisants de Jo Cercia, en l'occurrence donc nos deux suspects. Dans le premier cas, ils étaient venus agiter et puis perturber le meeting de Yann Pia. Dans le deuxième cas, ils étaient venus soutenir Jo Cercia. Pericolo et Labadie ont-ils agi pour le compte de Joseph Cercia lors du chahut de l'espace 3000? Et surtout, ont-ils assassiné Yann Pia à la demande de Jo Cercia? Les deux individus sont présentés au témoin Cédric Philippi, le jeune homme qui avait croisé la moto des tueurs quelques minutes après le drame. On va assez rapidement s'arrêter sur Epifanio Pericolo, puisque Cédric Philippi le reconnaît d'une manière à peu près formelle. Alors il m'a dit, ça correspond parfaitement à l'un des deux individus que j'ai vu sur cette motocyclette alors que je circulais moi-même au volant de ma voiture. À ce moment-là, pour les enquêteurs, Pericolo et Labadie sont donc les deux hommes qui ont piloté la moto la nuit du crime. Mais quel lien les colleurs d'affiches ont-ils réellement avec Joseph Cercia? Pendant 2 jours et 1 nuit, les policiers interrogent Cercia, qui nie tout en bloc. Il minimise très largement évidemment le conflit qu'il oppose à Madame Pia. Il prétend ne pas connaître Pericolo Labadie, ce qui est quand même un élément un peu surprenant quand on voit les photos où ils sont côte à côte. Hein. Ça ne va pas. Mais rien ne prouve l'implication de Jo Cercia dans l'assassinat de Yann Pia. Les policiers le relâchent donc après 48 heures de garde à vue. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer me laver. 48 heures de garde à vue, c'est pas facile. Soyez gentils.
C'était le plus attendu, il a été le dernier libéré des élus locaux. Aucune charge ne... Face à la presse, celui qui était désigné comme le commanditaire affiche le sourire de la victoire. Il faut surtout dire, Madame Pia, à un moment donné, les chemins se sont croisés, nous avons été concurrents, mais jamais adversaires ou ennemis. Et les choses, la preuve, c'est qu'on commençait à se redire bonjour, donc c'est qu'il y avait un grand pas de fait. Il est quand même incroyable, Cercia, parce qu'il se présente, il dit « Moi, je suis un honnête commerçant. Attendez, oui, je fais de la politique. Bon, en politique, c'est parfois dur, mais regardez, j'ai un commerce, j'ai une entreprise, j'ai des enfants, j'ai une femme. Enfin, tous ces gens-là, je ne les connais pas. Et puis, ce qui s'est passé pendant la campagne, très bien, mais bon, voilà, j'y suis pour rien. Bon. Et donc, il fait un peu profil bas, et du coup, on ne le croit pas, parce qu'on ne croit pas. Pendant leur garde à vue, Pericolo et Labadie n'ont jamais mouillé Joe Cercia. D'ailleurs, ils nient toute participation au meurtre. Ils ont un alibi, disent-ils. Labadie, d'abord, était dans le bar de sa mère à l'heure du crime. Plusieurs témoins peuvent le confirmer. Il était là. Il ne peut pas faire le meurtre en étant là. Vous comprenez? Il était là toute la soirée. Il était là. Il restait de 18h jusqu'à 21h45. Epifanio Pericolo a lui aussi un alibi. L'une de ses serveuses affirme qu'il était dans son restaurant Les Almadies au moment de l'assassinat d'Yann Pia. La piste politique n'aboutit à rien. Et au fur et à mesure qu'on entend les personnes qui étaient présentes ce soir-là aux Almadies, certes des proches de Pericolo, mais également des clients et pour certains de passage, pas forcément des habitués, on va s'apercevoir que effectivement cet homme était bien là et qu'il n'a jamais quitté les lieux de toute la soirée jusqu'à une heure fort tardive. Donc ça ne peut pas bien sûr être lui qui était sur la moto lorsque Yann Pia a été assassiné. Ça n'est pas possible. Bien qu'ils ont fait campagne pour Cercia, bien qu'ils étaient les troubleurs d'événements de l'espace 3000, bien qu'on trouve des éléments intéressants en perquisition, des munitions, ce ne sont pas les auteurs de l'assassinat. Pericolo et Labadie ne sont pas les assassins de Yann Pia. Cela dit, les policiers ne les relâchent pas tout de suite. Ils décident de les utiliser pour faire diversion. Ils les laissent donc en prison pour faire croire aux vrais assassins qu'ils sont toujours sur cette fausse piste. Mais pendant ce temps-là, l'enquête continue et 3 mois après le meurtre, une nouvelle piste s'ouvre à eux, un peu par hasard. « 31 mai 1994. Soit 3 mois après le crime. Les policiers sont toujours sur le pied de guerre. 2 inspecteurs du commissariat de Hyères interpellent une jeune toxicomane, Delphine Capel. Delphine est arrêtée pour un trafic de cartes bleues. Et par hasard, ils découvrent qu'elle habite la cité où a été volée la moto des tueurs de Yann Pia. Est-ce qu'elle ne saurait pas qui a volé la Yamaha rouge? Il me vient l'idée qu'elle habitait à la Blocarde à l'époque. Donc je lui dis, tiens, tu habites à la Blocarde. Il y a quelques mois, il y a une moto qui a été volée à la Blocarde. Cette moto a servi, elle me dit, je sais, j'ai vu, c'est pas très beau. Et je dis, voilà, alors là, si jamais tu pouvais m'apporter un renseignement à ce niveau-là, ça intéresserait les autorités judiciaires et bon, peut-être que ton cas pourrait être reconsidéré par le procureur de la République. Et manifestement, j'ai vu qu'elle accrochait. Lorsque je lui ai posé cette question-là, il s'est passé quelque chose. Et elle a commencé à nous dire, voilà, ça concerne l'assassinat de Madame Pia et je sais qui a volé la moto. C'était une bombe, c'était une véritable bombe. On se regarde et on se dit, il faut faire très attention aux paroles qu'on va lui dire, ne pas la brusquer, ne pas la heurter. Et Delphine raconte qu'elle a participé au vol de la moto qui a servi au meurtre. Et elle l'a fait avec
deux de ses copains de hier. Dis-moi, donne-nous les noms. Qui c'est ces gens-là? Olivier Thomasson et Di Caro. Les policiers ont donc deux noms, Thomasson et Di Caro. Ça ne fait pas des preuves, mais c'est pas mal. Les deux inspecteurs de hier font passer l'info immédiatement à leurs collègues de la PJ qui emmènent Delphine Capel à la blocarde. Elle leur dit qu'au moment du vol, elle avait jeté des fils électriques dans un buisson. Et puis on lui demande de nous montrer l'endroit où la moto a été du moins dépouillée, enlevée de ses fils électriques. Et dans les fourrés, on va trouver, le soir, on va trouver des fils électriques. Donc à partir de là, on sait que ce que Capel dit est vrai. Marco Di Caro et Olivier Thomasson. Deux jeunes d'à peine 20 ans qui traînent souvent dans un bar de hier, le Macama. Di Caro et Thomasson passent tout leur temps dans ce café branché, près du port. Ils y retrouvent plusieurs de leurs copains, dont Lucien Ferry et Romain Gressler. Les policiers viennent, au minimum, de mettre la main sur une bande de malfrats. On se rend compte que ces gens-là ont des antécédents. C'est-à-dire que certains ont déjà eu des lourdes condamnations sur des violences avec armes, qu'ils ont effectivement une vie assez proche quand même, une vie assez clandestine, très, très secrète. Si on a affaire à un groupe de jeunes hommes qui fonctionnent sur un mode clanique. Et donc on met des moyens et on travaille jour et nuit sur ces gens-là. La bande du Macama est placée sous surveillance. Les faits et gestes de Di Caro, Thomasson, Ferry et Gressler sont contrôlés 24 heures sur 24 par des policiers planqués tout autour du bar. Ils remarquent qu'ils sont quasiment là jour et nuit. Ils jouent les videurs et semblent dévoués au patron du bar, Gérard Final, qu'ils ne quittent pas d'une semelle. On constate qu'ils sont en permanence en tout cas la nuit, au contact de Gérard Final et présents au Macama. Et puis, on s'aperçoit aussi, c'est assez curieux, que lorsque le Macama ferme à 5 h du matin, ces garçons vont faire escorte de manière systématique à Gérard Final pour le ramener chez lui. On a l'impression qu'il leur donne de la considération, qu'il leur donne de son temps, qu'il leur donne même parfois du travail, des emplois. C'est le chef d'orchestre, c'est le patron, c'est le boss, au final. C'est lui qui sait tout, c'est à lui qu'on va rendre compte de tout, pour les moindres faits et gestes, et c'est lui qui donne ses instructions. Il les valorise, il leur donne un peu l'impression d'exister. Et je pense que ça a suffi à les souder, à créer cet esprit de groupe qui est très fort et qui est très important. Je suis à peu près persuadée que pris individuellement, aucun d'entre eux ne serait arrivé là où ils en sont arrivés à 6 ou 7. Ils vont lui servir d'homme de main quand il a besoin d'eux, hein, pour des tas de petits boulots. Ils vont... Voilà. Final, c'est le grand homme pour eux. Et quand il le faut, il leur demande de faire de sales boulots et ils le font. Les policiers font alors le lien avec des affaires non résolues. Octobre 93. Henri Diana, patron de bar, assassiné à coups de fusil. Janvier 94, le gérant d'une boîte de nuit, José Ordioni, échappe à une fusillade. On ne compte plus les incendies et les attentats à l'explosif. Curieuse coïncidence, ces affaires se sont déroulées sur le port de Hyères, quelques mois avant l'assassinat de Yann Pia. Les policiers sont convaincus que ces règlements de compte sont en fait l'œuvre de la bande du Macama. Martine Gerbotto et son mari étaient propriétaires d'une pizzeria sur le port. Leur restaurant, lui aussi, a explosé après des mois d'intimidation. Bon, mais nous, on a eu les chiffons imbibés de sang, de lapin, lancés sur la façade, alors avec ça dégoulinait de sang, c'était très sympathique. Quand on arrivait le soir, on avait des goélands morts empaillés, bien durs, là, vous savez, dans le jardin. On a eu l'entourage du jardin brûlé, on a eu la voiture brûlée, on a eu le chien, un épagnol breton, une petite femelle coupée en... La colonne vertébrale coupée en 4 morceaux, l'œil qui pendait, mais ils nous l'ont laissée vivante. Vous voyez, bon, mais des choses quand même que je pense que ça marque quand même. Hein. Une nuit, on est réveillé à 4 h du matin par la police. On nous dit, voilà, votre établissement, la Pizza del Porto sur le port, a été soufflé par un plasticage.
il pleut, on s'habille comme des... n'importe comment, on part sous la pluie, dans la nuit. On était vraiment 2 zombies, parce qu'avec tout ce qui nous était tombé sur la tête, on se dit c'est pas possible. Et on arrive, alors évidemment, il y a toute la police, ils avaient déjà mis les cordons, vous savez, pour pas que les gens approchent. Et effectivement, on voit la pizzeria toute soufflée, des bruits de verre partout. Pour les policiers, pas de doute, c'est bien la bande du Macama qui a fait exploser la pizzeria des Gerboto. Gérard Final et sa garde rapprochée ont l'air de vouloir se débarrasser de tous ceux qui pourraient faire de l'ombre au Macama. Tous ces jeunes pris en main par Gérard Final, eh bien, ils se disent on a quelque chose à faire dans le milieu. Ils se voient déjà à la tête de boîtes de nuit, ils se voient déjà à la tête du milieu de la nuit, ils se voient déjà à la tête du banditisme varois. On a affaire à des garçons qui sont un petit peu en rupture scolaire, qui ont des problèmes familiaux, qui sont en quête d'une image paternelle et virile, désœuvrés, des garçons finalement comme il y en a beaucoup. Peut-être sont-ils un petit peu plus bagarreurs que d'autres. Quand même. Quand même. Malgré leur visage d'ange. Ils se font respecter, oui. Ouais. Ils savent se faire respecter, ils n'ont pas peur du baston. Et ils ont un point commun. Ils sont presque tous originaires d'un même quartier, ils se connaissent depuis l'enfance en fait. Ils sont originaires d'un quartier de Toulon qui s'appelle la Loubière, un quartier qui a une forte identité. En fait, leur destin s'est noué le jour où Lucien Ferry s'est rendu sur le port de Hyères et a retrouvé Gérard Final, qui était un ami de sa famille. La bande a suivi et au contact de Gérard Final, elle s'est laissée peu à peu gangstériser. Final leur a donné ce qui leur manquait peut-être le plus, une place dans la société, il leur a trouvé du travail, et surtout le bruit courait, ou Final laissait courir le bruit, qu'il allait exploser commercialement. Donc, dans leur tête, ils s'imaginaient, à tort ou à raison, que Final allait leur ouvrir les portes d'un véritable Eldorado. Le 15 juin 1994, 2 semaines après avoir été tuyauté par Delphine Capel, les policiers interpellent Gérard Final et toute sa bande. Lucien Ferry, Marco Di Caro, Romain Gressler et Olivier Thomasson. Sur les marches du palais de justice, leurs petites copines sont venues les soutenir. La garde à vue a lieu à l'Évêché, l'hôtel de police de Marseille. Pendant de longues heures, tous nient. Ils ne reconnaissent qu'une chose, le vol de la moto. Sur le vol de la moto, puisque finalement c'était quand même là où on avait le plus d'éléments, ils nous servent une version qui consiste à dire qu'un commanditaire X, à l'occasion d'une rencontre dans un bar de Toulon, leur a passé la commande d'un véhicule, une moto, de ce type-là, et que bien entendu ils ignoraient totalement quel usage allait en être fait par la suite. Et que peut-être après l'affaire, ils se sont dit tiens, est-ce que ce serait pas notre moto qui a pu être utilisée sur l'assassinat de Pia? Mais en toute hypothèse, à cette époque-là, ils ignoraient totalement la finalité de la chose. Et puis, finalement, en pleine nuit, au bout de 20 heures de garde à vue, chacun avoue tour à tour sa participation au meurtre de Yann Pia. Chacun leur tour, ils craquent par des petites bribes, chacun donne un petit peu, et puis jusqu'à ce que Ferry, ok d'accord, et Di Caro, tous les deux, vraiment, effectivement, c'est nous qui avons tué Yann Pia. Ils avouent tous. J'ai tiré, dit Lucien Ferry dans ses aveux. Il reconnaît donc qu'il est l'assassin de Yann Pia. Marco Di Caro, lui, dit qu'il était avec Ferry lors du meurtre. C'est lui qui pilotait la moto rouge. Di Caro, à son tour, donc, nous dit la vérité, en tout cas sur la scène du meurtre, et en fait nous explique bien dans quelles conditions ils étaient présents sur place, la filature qui s'est engagée. Devant les policiers, la bande revient sur la soirée du 25 février 1994. Tout commence vers 19h50. Planqués dans une voiture devant la permanence de Yann Pia, Gressler et Thomasson font le guet. Ils attendent le départ de la députée. Lorsqu'elle quitte son bureau, Yann Pia est immédiatement prise en chasse par les 2 guetteurs.
Un peu plus bas, au rond-point Godillot, Di Caro et Ferry attendent sur leur moto. Ils vont prendre le relais. La chasse à l'homme se poursuit dans les rues de Hyères. Après quelques kilomètres, la Clio s'engage sur la route du Mont des Oiseaux. Georges Arnaud ne remarque pas les phares de la moto dans son rétroviseur. Dans le dernier virage, alors que Yann Pia n'est plus très loin de son domicile, la moto dépasse la Clio. Lucien Ferry tire à plusieurs reprises. Georges Arnaud est blessé à la cuisse. Yann Pia est atteint au poumon. Di Caro perd le contrôle de la moto qui tombe. Georges Arnaud fait demi-tour et échappe au tueur. Quelques minutes plus tard, la Clio déboule à la caserne des pompiers. Yann Pia y meurt à 20h10. Ferry et Di Caro viennent donc d'avouer qu'ils ont tué Yann Pia. Mais qui leur en a donné l'ordre? Dans ses aveux, Ferry désigne ce mystérieux commanditaire sous la lettre X. Di Caro n'en dira pas plus. Mais les policiers sont maintenant persuadés que c'est Gérard Final. Final, 45 ans, père de famille et patron de bar. Connu des services de police seulement pour quelques broutilles. À qui profite le crime? La question préjudicielle qu'il faut se poser, c'est la question cardinale. Alors, sans être grand clair ou grand sagace, sans faire travailler trop mes neurones, en quoi un assassinat aussi exceptionnel pouvait servir les intérêts de M. Gérard Final. Et si l'intérêt de Gérard Final, c'était tout simplement de devenir le nouveau parrain du Var, avec sa bande de jeunes caïds? Car il y a une place à prendre, la place de Jean-Louis Fargette, le célèbre truand varois, assassiné un an auparavant. Jean-Louis Fargette, issu du même quartier que Gérard Final et que la bande du Macama. C'était une figure du milieu. Lucien Ferry et ses copains du Macama rêvaient sans doute de lui ressembler. Dominique, ce Fargette, ce Jean-Louis Fargette, c'était vraiment un caïd? C'était le parrain du Var? C'est vraiment un caïd, Christophe. Il est né en 48, il est de la génération de Gérard Final. Il a grandi dans le quartier de la Loubière à Toulon. C'est l'empereur de la nuit sur la côte varoise, propriétaire de discothèques, de salles de jeu. Officiellement, il ne touche ni à la drogue ni à la prostitution. Il a 2 surnoms. Le premier, c'est Savonnette. C'est les policiers qui lui ont donné ce surnom parce qu'ils n'arrivent jamais à l'attraper. Il déteste qu'on l'appelle Savonnette. Son vrai surnom, c'est Le Grand, parce que c'est un gaillard et parce que ça donne un petit peu la dimension du personnage dans le milieu varois. Une tête d'acteur, hein? Une vraie belle gueule, du charme, extrêmement classe, un type intelligent qui va faire et du business la nuit et aussi avoir des amitiés politiques dans la journée. Son ami, c'est Arex, le maire de Toulon. Il a ses entrées à la mairie de Toulon. Il aura 2 fois affaire à la justice, pour pas grand-chose comparé à ce qu'on aurait sans doute pu lui reprocher, par ailleurs. Une fois pour une histoire de tiercé truqué, et une autre fois en 82, parce qu'il est arrêté en compagnie d'un voyou qui est recherché pour meurtre, et il va tomber pour recel de malfaiteur. Il passe devant le tribunal correctionnel, il profite du moment où la cour délibère pour s'enfuir. Savonnette. Il part en Italie, s'installe juste de l'autre côté de la frontière avec sa femme d'origine mexicaine et ses 2 enfants. Et de là, il continue à faire son business, à gérer ses affaires sur la côte varoise. Il revient même en France, au nez et à la barbe des policiers. Il vit en Italie, il va mourir en Italie, 17 mars 93. Il est abattu, on le retrouve au pied de son immeuble, dans un petit jardin, 4 balles dans la tête. 4 balles de gros calibre. Fargette, il va avoir les obsèques d'un grand mafieux. Ça se passe dans le petit village de la Valette, près de Toulon. Limousine noire, lunettes noires, costume noir, 2000 personnes dans la petite église et tout autour, une montagne de fleurs, la musique de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, et puis le fourgon mortuaire qui arrive avec une énorme gerbe de fleurs et cette inscription « Tu es le boss et tu le resteras toujours ». En tout cas, Fargette, c'est l'homme à venger. La bande du Macama voulait venger Fargette. Voilà un mobile qui tient.
D'autant qu'une étrange rumeur courait ailleurs. On disait que Yann Piat avait fait tuer Jean-Louis Fargette. Voilà qui a pu motiver la bande. Yann Piat avait annoncé sa volonté de devenir maire de Hyères et elle avait promis de débarrasser le port de la mafia. Ils vont employer des termes extrêmement vulgaires en disant Gérard nous a dit que si cet arrivait à la mairie, il ne pourrait plus travailler, il faut qu'on l'élimine parce que c'est pas possible. Et en même temps, je crois qu'ils ne se rendent pas compte de qui elle est vraiment. Elle est, pour eux, l'ennemi que Final a désigné, la peut-être future maire d'Hyères, et ça c'est problématique, mais ils ne se rendent pas compte de ce que peut être son statut de député de la République. Je crois qu'on va poser la question à Marco Di Caro, il va dire je ne sais même pas ce que c'était qu'une députée. L'intérêt de Final, il est là, c'est de garder la main sur ces établissements, éventuellement pouvoir prospérer sur la ville de Hyères sans être inquiété. Et celle qui peut lui barrer la route, si elle est élue, c'est Yann Piat. Dans la presse, Yann Piat n'hésitait pas à réagir aux attentats et aux règlements de compte sur le port de Hyères. Elle voulait une ville débarrassée de ses voyous et le faisait savoir. Elle gênait bien sûr parce qu'elle faisait des déclarations un peu, je dirais, intempestives, un peu va-t-en-guerre contre le milieu. Et parmi ces déclarations, je l'indique avec force, certaines qui visaient, comme s'ils étaient un ennemi personnel, directement Gérard Final, lorsque il sait sa responsabilité dans l'incendie d'un restaurant sur le port de Hyères, et elle dit « trop c'est trop, noir c'est noir ». Donc elle déclare la guerre sans le savoir, à Gérard Final personnellement. À partir du moment où elle aurait été maire de Hyères, il y avait un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas pu faire. Lesquelles? Eh ben, je ne sais pas, moi, les ouvertures de boîtes de nuit, les trafics sur les permis de construire ou toutes les magouilles pour les contrats, pour les contrats publics, eh bien, tout cela aurait été terminé, en tout cas impossible. Mais ces déclarations ont-elles suffi pour qu'un simple patron de bar donne l'ordre de l'exécuter? Final continue de nier. Mais il est tout de même mis en examen et incarcéré. À ce moment-là, on peut penser que l'affaire est bouclée. On a un commanditaire, Gérard Final, un mobile et des exécutants. Ferry, le tueur, Di Caro, le pilote de la moto, et puis Romain Gressler et Olivier Thomasson qui guettaient le départ de Yann Piat. L'affaire paraît bouclée, on attend le procès. Et voilà que sort un livre signé par deux journalistes, André Rougeau du Canard Enchaîné et Jean-Michel Verne de François, qui livrent une toute autre version de l'assassinat de Madame Piat. Le livre s'appelle Yann Piat, des assassins au cœur du pouvoir. Ils prétendent qu'un informateur, dont ils ne donnent pas le nom, une gorge profonde, leur a livré le vrai scénario de l'assassinat et ils mettent en cause deux personnalités politiques de premier rang qu'ils ne désignent pas par leur nom mais par des sobriquets, Lancornet et Trottinette. Trois ans après la mort du député du Var, Madame Yann Piat, l'affaire rebondit et risque de se transformer en affaire d'État à la suite de la publication d'un livre écrit par deux journalistes qui, en filigrane, accusent deux parlementaires et ministres du sud-est de la France d'être les véritables commanditaires du meurtre. Octobre 97, coup de théâtre, c'est le retour de la piste politique. Un livre désigne, sous couvert de pseudonymes, François Léotard et Jean-Claude Gaudin comme étant les commanditaires du meurtre de Yann Piat. Dans le livre L'affaire Yann Piat des assassins au cœur du pouvoir, les deux anciens ministres sont prudemment appelés Lancornet et Trottinette. On culpabilise parce qu'on se dit, bon, on a raté une marche, nous. On a raté une marche, nous. On est trop naïfs, on n'a pas compris, on n'a pas suffisamment enquêté. Vraiment, là, en plus, tout le livre est basé sur les révélations d'un homme, d'une gorge profonde, c'est le Watergate, quoi. Voilà. On est intrigué par tous les doutes qui planent sur les noms qui sont avancés. Après, au plus les noms qui sont cités sont importants et connus, au plus, finalement, on a envie d'y croire. Les deux auteurs, André Rougeau et Jean-Michel Verne, affirme que Yann Piat a été assassinée parce qu'elle détenait des documents compromettants sur les deux anciens ministres, mais aussi que son meurtre a été supervisé par une deuxième équipe proche du renseignement militaire. Leur source,
un informateur, affublé du surnom de Général. François Léotard et Jean-Claude Gaudin ne tardent pas à réagir. Jean-Claude Gaudin, bonsoir. Bonsoir. On ne va pas tourner autour du pot, l'affaire est trop grave. Vous êtes accusé d'avoir commandité un meurtre. C'est un véritable scandale. Et nous, je vais poursuivre, bien entendu, ces paparazzi de second ordre qui osent écrire des choses pareilles. Je les conduirai devant la justice et je les ferai condamner. Si je dis que vous êtes un assassin, M. Poivre d'Arvor, si on dit publiquement devant les Français, devant des millions de Français, qu'un homme est un assassin, et qu'un homme qui a été ministre a utilisé la force qui était en son pouvoir pour assassiner quelqu'un d'autre, ça mérite la mort. Moi, je suis contre la peine de mort, mais ça mérite la mort. Vous dites que ces journalistes sont des crapules, mais ils disent avoir la preuve de ce qu'ils avancent. Je vais demander dans les heures qui viennent qu'ils la déposent, cette preuve. Les deux hommes politiques portent immédiatement plainte pour diffamation et exigent des auteurs du livre qu'ils donnent des preuves de ce qu'ils avancent. L'affaire va jusqu'à l'Assemblée nationale. Face à cette bombe médiatique, le Premier ministre Lionel Jospin est sommé de rendre des comptes. Le gouvernement, le Premier ministre et les ministres concernés, saisis selon les normes de notre État de droit, contribueront à ce que la lumière soit faite dans cette Assemblée et devant le pays, n'en doutez pas. Quelques jours après la sortie de leur livre, les deux journalistes doivent s'expliquer face à un tribunal. Mais André Rougeot et Jean-Michel Verne sont incapables de produire les preuves de l'implication des deux anciens ministres. Je peux très bien ne pas répondre pour le moment. Voilà. Quand est-ce que vous comptez répondre ? On verra. Moi, j'ai demandé à voir le journaliste André Rougeot. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est venu me voir à plusieurs reprises. Il avait, me disait-il, un informateur qui était ancien officier, ancien membre de l'armée. Et il n'a jamais voulu me donner son identité. Et je lui avais dit, ben emmenez-moi, parce que je savais que c'était dans le Midi, il allait voir le fameux informateur. Et moi, je lui ai dit, ben emmenez-moi, avec vous. Et naturellement, il n'a jamais accepté de m'emmener. Et alors, il m'avait dit, oh, l'informateur ne veut pas vous voir, etc. Bon. Pendant ce temps-là, les journalistes cherchent le fameux général. Et ils le trouvent. On a maintenant une idée plus exacte de l'homme qui a renseigné les deux journalistes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jacques Jonjon n'en est pas à son premier coup d'éclat, si je puis dire. En 91, il se disait aveugle. Aujourd'hui, il serait atteint de différentes maladies. Mais où est donc la vérité? Selon la justice, de mars 86 à juin 90, l'homme s'est taillé une réputation pour le moins usurpée dans la région. Et là, on est tout de suite inquiet. Tout de suite inquiet. Parce que c'est un monsieur qui vit dans une villa, entouré de chiens, monsieur en pantoufles, voilà, et qui se présente comme le général Jonjon, gorge profonde. Voilà donc l'unique informateur d'André Rougeot et Jean-Michel Verne. Un vieux monsieur en pantoufles qui n'a d'ailleurs jamais été général. Vous ne vous êtes pas fait passer pour un général? Mais non, c'est encore... Ni un colonel en retraite? Non, c'est de la fabulation. Vous voyez, il y a encore... Ni un expert financier ou un expert fiscal? Mais non. Je suis très bon fiscaleux, oui. C'est vrai. On dit fiscaliste, mais je suis dit fiscaleux parce que c'est le terme de métier. Mais c'est vrai. Et que j'ai défendu beaucoup de gens. Et ce n'est pas tout. On retrouve Jacques Jonjon dans les années 70, cette fois dans un laboratoire en Normandie. Fier de sa trouvaille, l'inventeur vient de mettre au point un moteur à eau. La révolution du moteur à eau, c'est pour dans 10 ans, vous avez chiffré à peu près? Le moteur à eau, c'est pour dans 2 ans, si on est tranquille et si nous sommes dans un bon laboratoire. Marcel Triat, alors vous l'avez rencontré, ce monsieur Jonjon, pour France 2. Vous êtes le premier, je crois, à le retrouver après la publication du livre. Oui, on est tombé dessus, disons. C'est un coup de chance. Il avait besoin de nous, d'une certaine manière. Il était aux abois. Pourquoi? Eh bien, l'affaire le dépassait complètement. On n'imagine pas aujourd'hui le bruit qu'avait fait ce livre. Et le général, c'était devenu un personnage national, pratiquement. Il se rendait compte que tout reposait sur lui. Et que le chapeau était beaucoup trop grand pour lui. Il n'était pas à sa mesure. Alors vous le rencontrez
Il est donc pas plus général que vous et moi. Ben voilà, on se rend compte que finalement, tous les propos rapportés dans le livre, ça vient de lui. Parce que on retrouve tous les termes qu'il emploie. Hein. Par exemple, il ne parle jamais des gendarmes sans dire les Pandores. Hein, bon, il y a les fameuses pantoufles, la description du personnage, ça correspond tout à fait. C'est donc bien lui que Rougeot prend pour un grand informateur, quoi. Et puis en discutant, on se rend compte qu'en fait, c'est une petite bande de papis retraités. Alors il y a des anciens militaires, des anciens pandores, gendarmes, etc. Ils ont une espèce de petite association de quartier dans le petit bled où il habite, et ils passent leur temps à pourrir la vie aux élus locaux pour des histoires de chemin, des histoires locales, etc. Et ils s'amusent beaucoup. Et puis bon, comment Rougeot est entré en contact avec eux, j'en sais rien, mais il s'est trouvé au milieu de ces papis qui s'intéressent beaucoup aux affaires politiques, etc. et émettent des hypothèses. Et il les prend au sérieux. Alors c'est ça on n'en est toujours pas revenu plusieurs années après. Mais comment il a pu le prendre au sérieux? On le prend au sérieux un quart d'heure, 20 minutes, quoi. C'est-à-dire, vous, au bout de 20 minutes, vous aviez compris que c'était un fou. Gentil, mais fou. Voilà, c'était un gentil mythomane, quoi. Voilà. Jean-Michel Verne, vous êtes l'auteur de ce livre qui fit scandale à l'époque. Alors depuis, vous avez écrit un autre livre, l'affaire Yann Piat, retour sur une manipulation. Vous dites donc que vous avez été, vous et Rougeot, manipulés, enfin vous en tout cas, manipulés par qui? Alors, la manipulation, il est certain qu'en matière de journalisme, surtout de journalisme d'investigation, vous êtes toujours manipulé. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui vient vous apporter des informations, elle a une idée derrière la tête. Elle a un intérêt. Elle a un intérêt. Le problème, c'est jusqu'où va la manipulation. Et là, c'est allé très loin, puisque ça a été la mise en cause de deux personnages politiques majeurs du sud de la France, Jean-Claude Gaudin et François Léotard, qui ne sont pas nommés dans le livre. Mais qui, alors pour revenir à ma question, qui vous aurait manipulé, vous et Rougeot, en vous mettant par le truchement d'informateurs au pluriel sur la mauvaise piste? Des gens qui avaient intérêt à affaiblir l'UDF sur le sud de la France. Il faut savoir que François Léotard et Jean-Claude Gaudin sont des gens extrêmement puissants. À l'époque, ils tenaient la droite. Il y avait une sorte de groupe occulte qui attisait, si vous voulez, attisait les flammes aux fins de déstabiliser ces deux hommes politiques. Aujourd'hui, pour que les choses soient dites clairement, vous ne croyez plus du tout à la thèse de Encornet et Trottinette comme commanditaire du crime. Je pense que c'est une affaire d'État et qu'il y a effectivement une dimension politique, mais limiter cette affaire à deux personnages me semble pour le moins audacieux. Mais ça se situe à quel niveau, selon vous? C'est un cadre qu'on pourrait qualifier de politico-mafieux, pour être plus précis. Il y a des intérêts financiers considérables sur le Sud, et quand quelqu'un vient semer le trouble là-dedans, forcément, la poudre parle. André Rougeot, Jean-Michel Verne et leur éditeur seront condamnés à verser 230 000 € de dommages et intérêts à François Léotard et Jean-Claude Gaudin. La plus lourde amende jamais exigée pour diffamation par la presse en France. 4 mai 98. Le procès de la bande du Macama s'ouvre devant la cour d'assises de Draguignan. Un procès fleuve. On prévoit 6 semaines d'audience. C'est surtout un procès sous haute surveillance. Le palais de justice ressemble à une forteresse. Il y a des forces de police, il y a le GIPN. Nous-mêmes, les avocats, nous étions fouillés, nous passions sous un portique. On pensait qu'on allait peut-être amener des armes, je sais pas moi. Il y avait un climat de tension, des hélicoptères qui patrouillaient. Il y avait une tension extrême. 6 semaines d'audience pour tenter de lever un doute qui plane sur le palais de justice. 160 témoins vont être entendus. Jo Cercia, ex-rival... Sur le banc des victimes, il y a Georges Arnaud, le chauffeur. Il va se retrouver face à ses agresseurs et aussi face à Gérard Final. Gérard Final, le commanditaire présumé qui a toujours refusé d'endosser ce costume-là. Il a toujours fermement nié être le commanditaire de l'assassinat de Yann Piat
et il n'a jamais dénoncé qui que ce soit. Pour quelle raison? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Je pense que peut-être il est au courant de beaucoup plus de choses que ce qu'il n'a pu dire. Gérard Final en sait-il vraiment plus que ce qu'il prétend? La presse de son côté pense que le costume est effectivement trop grand pour lui. Les journalistes attendent un coup de théâtre. Tout le monde arrive en se disant est-ce que ça va tenir, hein? Est-ce qu'il ne va pas y avoir est-ce qu'on ne va pas enfin découvrir le commanditaire tant espéré, celui qui correspondrait tellement à l'ampleur du crime, quoi. Donc on arrive en sachant qu'on va revisiter l'instruction, mais en se disant il y a quand même des coups de théâtre possibles, quoi. 4 ans maintenant, sous haute surveillance, les meurtriers présumés de Yann Pia et leurs complices entrent dans le box des accusés de la cour d'assises du Var. Comme tous les protagonistes... Dans le box des accusés, les petits, comme les appelait Gérard Final. Lucien Ferry, Marco Di Caro, Romain Gressler, Olivier Thomasson, et puis aussi Stéphane Chiarisoli et Stéphane Ali-Gesh-Gesh, tous deux accusés d'avoir fait brûler la moto qui a servi au meurtre. Tous sont sans diplôme, sans emploi et souvent sans famille. La presse a vite fait de leur trouver des surnoms. Les Pitchoun Killers, les petits gars ou les bébés tueurs. C'est vrai, quand vous voyez Lucien Ferry, mais il a une petite gueule d'ange quand même. Marco Di Caro, il n'est pas plus... je veux dire, il est lui aussi tout petit, avec un visage très jeune. Les autres, alors n'en parlons pas, Romain Gessler, les autres, c'est pareil. Je veux dire, c'est des enfants, quoi. C'est de jeunes majeurs qui se sont retrouvés, imaginez, avec un pétard à la main, encagoulés sur une moto, en train d'exécuter un contrat. Il y a un paradoxe, quoi. Donc l'image est trop belle. Bébés tueurs, oui, parce qu'ils sont tout petits et déjà assassins. Et puis, au centre de la bande, reprenant naturellement son rôle de patriarche, Gérard Final, celui que les jeunes considèrent comme leur père spirituel. Dans le box, les accusés redeviennent la bande du Macama. Il y a une espèce de communion, de symbiose qui s'est effectuée, chacun avec Final qui faisait ces bulles qu'on entendait. Il a une grosse voix, il parlait comme ça. Et les petits qui riaient, qui se donnaient des coups de coude, des crises de fou rire derrière. Ils avaient retrouvé les mécanismes qu'ils avaient 4 ans auparavant. On peut dire, je pense, que Gérard Final avait beaucoup d'affection pour ces jeunes garçons. Et ces jeunes garçons étaient effectivement un petit peu peut-être... affectivement troublé par le personnage de Gérard Final qui en imposait, mais qui en imposait seulement qu'à ce type de jeunes, mais certainement pas à l'égard ni du milieu local ni de la politique locale en général. C'est vrai que la figure de Gérard Final chapeautant ces jeunes, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, tout de suite, quoi. Mais ensuite se dire c'est lui le commanditaire et le seul commanditaire, c'est lui qui a fait assassiner Yann Pia. Y a-t-il vraiment quelqu'un au-dessus de Gérard Final? Pour le savoir, la Cour va entendre comme témoins plusieurs dizaines d'hommes politiques, et notamment François Léotard, Jean-Claude Gaudin et Joseph Cercia. Même si la piste politique a mené dans une impasse, les journalistes attendent encore des révélations. On avait tellement dit que c'était une piste politique que chaque fois qu'on entendait un homme politique, on espérait qu'il y allait avoir une révélation et tout le monde était suspendu, donc il y avait une tension. Les journalistes ne rataient, il y avait les stars, il y avait les petites stars, il y avait les starlettes qui comparaissaient, chacun dans sa spécialité, et on attendait toujours qu'il y ait quelque chose. Ce quelque chose, ça pourrait être la présence d'une deuxième équipe le soir du crime. Et c'est l'avocat de Ferry et Final qui en parle le premier, reprenant une des pistes évoquées dans le livre de Rougeot et Verne. Les avocats s'appuient cette fois sur le témoignage d'un maçon à la retraite, M. Icardi, qui a vu Georges Arnaud et les tueurs à 100 mètres du lieu du crime. M. Icardi a décrit des casques noirs, alors qu'un autre témoin de la scène a décrit des casques de couleur claire. Pour la défense, ça démontre qu'il y a bien une deuxième équipe de motards. Et voilà la piste politique relancée.
Deuxième équipe, ça peut vouloir dire que la deuxième équipe supervisait ces amateurs, hein, et qu'ils étaient là aussi peut-être pour, au cas, hein, où Lucien Ferry et Marco Di Caro aient manqué ou étaient défaillants en ce qui concerne l'objectif qui leur était assigné, à ce moment-là les suppléer. Cette deuxième équipe donne à cette affaire une dimension à ce moment-là un peu plus imposante. Je veux dire, on peut parler davantage d'organisation, de logistique, et ça ressemblerait plus à un assassinat politique. Problème. La thèse de la deuxième équipe ne s'appuie que sur un seul témoignage, le témoignage du maçon Raymond Icardi. C'est léger. D'autant que les autres avocats de la défense ne croient pas du tout au retour d'une piste politique. Dans le dossier, où peut-on trouver l'intervention d'une deuxième équipe qui aurait surveillé la première ou qui aurait fini le travail? Ça ne colle pas du tout avec le modus operandi tel qu'il est. Et deuxième chose, on s'est quand même rendu sur les lieux pendant près de 10 heures. Éclairé donc à l'heure dite, hein, on a reconstitué vraiment en temps et heure. Je peux vous dire qu'à la lumière des faibles éclairages publics hier sur le Mont des Oiseaux ce soir-là, voir passer une moto devant chez soi et être capable de dire le casque était de telle couleur, etc., c'est extrêmement difficile, hein, quand on connaît la difficulté de fiabilité de témoignage, dont on le voit régulièrement dans les affaires de braquage, où on va vous reconnaître la même personne en disant c'est 1m60 ou c'est 1m80, c'est beaucoup trop léger la couleur du casque. On aurait éventuellement quelques éléments matériels, quelques témoignages, disons, on a vu 2 motos, peut-être 3, pourquoi pas. On aurait pu aller dans ce sens-là et creuser cette piste, mais on l'a fait même sans éléments préalables et on n'a rien trouvé. Alors il n'y a pas de deuxième moto, bien entendu. Chacun dans cette affaire-là, et c'est assez d'ailleurs malsain, chacun s'imaginait juge d'instruction. Et tout le monde avait sa petite idée sur la chose parce que chacun pensait détenir la vérité. Et la vérité du dossier, elle était tout autre. Alors on parle d'une deuxième équipe, c'était peut-être un promeneur qui ce jour-là a passé, on a parlé de deuxième équipe. Moi j'interrogeais Marco Di Caro qui me disait toujours, il n'y a pas de deuxième équipe. C'est nous, c'est moi. S'il n'y a pas de deuxième équipe, alors l'étau se resserre autour de la bande. Lucien Ferry, le tireur présumé, reste fidèle au patriarche et à ses copains du Macama. Quand il raconte les faits, en bon chef de bande, il endosse toute la responsabilité du meurtre. Et il va désigner chacun des autres jeunes gens qui sont dans le box en disant celui-là il n'a rien fait. Oui bon, Romain, il a juste obéi quoi. On lui a demandé de guetter, mais enfin il savait pas pourquoi il était là. Voilà, il va endosser toute la responsabilité du crime en s'arrêtant au commanditaire. Il a dit je peux pas vous dire qui. Il y a d'autres personnes au-dessus de Monsieur Final, des politiques, pas que. Il a dit, c'est pas Monsieur Final, c'est pas Gérard Final le commanditaire. Alors le président essaye tout. Le président lui dit mais Monsieur Ferry, vous auriez intérêt à dénoncer le commanditaire parce que cela vous dédouanerait sans doute. Ou bien pourquoi voulez-vous vraiment préserver quelqu'un qui vous a mis dans une situation pareille. Enfin, on lui tend toutes les perches et Lucien Ferry dit non. Non, je ne dirai rien. Le procès Yann Pia est peut-être à un tournant aujourd'hui. Une des petites amies de ce qu'on a appelé la bande du Macama charge ouvertement Gérard Final, le patron du bar. Pour elle, il n'y a pas de doute, c'est lui, le commanditaire du meurtre du député. Les révélations ne vont pas venir de ceux qu'on attendait. C'est Virginie, la petite amie de Marco Di Caro, celle qui lui criait « Bébé, je t'aime » 4 ans auparavant sur les marches du palais de justice de Toulon, qui vient à la barre et qui désigne Gérard Final comme étant le commanditaire du meurtre de Yann Pia. Elle a senti qu'il fallait vider l'abcès et dire tout ce qu'elle avait appris parce que c'était un trop lourd secret pour elle. On sent qu'elle a peur. Elle est de tête, elle n'est pas venue le premier jour du procès, le jour où les témoins étaient appelés. C'est son père qui est venu, je crois me souvenir. Elle n'est venue que pour témoigner et on sentait qu'elle était absolument terrorisée. Consciente de l'importance que revêtait son témoignage, du poids qu'il allait avoir et absolument terrorisée. Virginie explique que son ancien petit copain, Marco Di Caro, a été très bavard.
Les jours suivant le meurtre de Yann Piat, il lui a révélé que Gérard Final avait passé avec eux un dangereux marché. Elle explique que c'est Gérard Final qui a mis en main à ces jeunes gens, et notamment à Marco Di Caro, un véritable marché. Vous éliminez physiquement un certain nombre de personnes que je vais vous désigner, et en contrepartie, le moment venu, lorsque mon plan sera abouti et que j'aurai mis la main sur un certain nombre de discothèques, d'établissements qui ont appartenu à Jean-Louis Fargette, eh bien, je serai reconnaissant à votre égard et je vous donnerai des responsabilités dans ces établissements. Elle se souvient de 3 hommes et d'une femme et elle donne quelques précisions à ce sujet. 3 hommes et une femme. Sans les citer, Virginie désigne en fait Yann Piat, celle qui avait promis de mettre un terme au règlement de compte sur le port, mais aussi Henri Diana et José Ordioni, les anciens concurrents de Gérard Final. Virginie raconte enfin les intimidations contre les Gerboteaux. Marco Di Caro a été très bavard, mais en même temps, il y a eu des témoignages matériels, comme les bijoux qu'il lui a offerts qui provenaient de certains vols à main armée, qui apportent du poids à ce qu'elle dit. Et quand elle dit « Marco m'a dit que, on peut évidemment soupçonner qu'il se soit beaucoup vanté sur certaines choses, mais il y a des éléments qu'il lui a révélés qui sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Donc c'est quand même un témoin extrêmement important pour l'accusation. Et ce qu'elle dit, ça tombe comme un coup près pour Final. Hein. C'est hop, tu es dedans. Malgré les charges qui s'accumulent contre lui, Gérard Final continue de nier toute implication dans le meurtre de Yann Piat. Au moment de plaider, ses avocats réclament son acquittement. Après 5 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Gérard Final est jugé coupable d'avoir commandité le meurtre de Yann Piat. Lucien Ferry est coupable de l'avoir exécuté. Tous les deux sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Marco Di Caro, lui, est condamné à 20 ans de prison. Les complices écopent de 6 à 15 ans. Le plus jeune, Stéphane Chiarisoli, est mis hors de cause et acquitté. À l'extérieur de la cour d'assises, la famille de Lucien Ferry crie sa colère. Arrêtez avec caméra de merde! Dans la salle d'audience, derrière ses portes, à l'énoncé des condamnations, la famille de Gérard Final est anéantie. Elle crie à l'injustice. En condamnant un patron de bar ambitieux et sa bande de jeunes caïds, le verdict enterre donc la piste politique. L'affaire Yann Piat n'est qu'un meurtre crapuleux, une vérité judiciaire difficile à admettre. C'est la difficulté d'admettre qu'une femme politique, députée, élue de la République, dans un département mafieux, puisse avoir été simplement assassinée par des petits voyous, quoi. Voilà, c'est... Je veux dire, cette vérité-là, elle est trop difficile à admettre, je pense, pour certains, pour qu'à côté de ça, on ne fantasme pas et qu'on ne voit pas des assassins et des commanditaires de Yann Piat partout. Il y a quelquefois des vérités qui sont décevantes et cette vérité-là, pour vous confier le fond de ma pensée, m'a déçu aussi. Hein, j'aurais aimé peut-être un dossier différent, mais quand on n'a rien d'autre dans un dossier que cette vérité-là, il faut finir par l'admettre. Et l'admettre, c'est aussi, à mon avis, rendre un hommage posthume à Yann Piat que d'avoir été au bout de la vérité et de lui avoir rendu cette vérité-là. Georges Arnaud, au moment du procès, est-ce que pour vous, tous les assassins de Yann Piat sont dans le box des accusés? Au départ, non. Parce que dans mon esprit, il y a un commanditaire. C'est-à-dire Gérard Final, comme commanditaire, ça vous suffit pas? Non. Au moment du procès. Il y a quelqu'un au-dessus. Aujourd'hui, avec le recul, vous avez admis qu'il n'y avait pas d'autre commanditaire que Gérard Final? Non, non, c'est un crime crapuleux, ordinaire, avec beaucoup de dommages collatéraux.
Le meurtre de la députée UDF Yann Pia n'est pas politique. Voilà la vérité judiciaire. Mais cette affaire a tout de même eu des répercussions dans le milieu politique varois. Ainsi, Maurice Arex et Joseph Cercia ont été condamnés et écroués pour des affaires de corruption qui ont été mises à jour par l'affaire Yann Pia. Aujourd'hui, Maurice Arex est décédé. Jo Cercia n'a plus de mandat politique, il est devenu chauffeur de taxi. La bande du Macama a aussi été condamnée pour d'autres affaires criminelles antérieures au meurtre de Yann Pia. Aujourd'hui, Romain Gressler, Olivier Thomasson et Stéphane Aligeshgesh sont libres. Lucien Ferry, Marco Di Caro et Gérard Final, le patron du Macama, sont toujours en prison. Mm-hmm.